concept que Jung sur lequel il a beaucoup insisté, qui est le soi. Donc le soi avec un S majuscule, qui est un peu un concept limite qui n'est pas facile du tout à définir, mais on pourrait dire en gros que c'est l'être essentiel de la personne, c'est son noyau d'identité le plus spécifique, le plus ultime. Dans le fond, c'est ce que la tradition chrétienne occidentale appelle l'âme, d'une certaine manière. Alors, ce soi, dans le fond, on pourrait dire aussi c'est la totalité de la psyché, conscient et inconscient, et avec tous les aspects, toutes les couches superposées de l'inconscient. Et en quelque sorte, comment est-ce qu'on peut le définir ? On pourrait dire, d'une part, théoriquement, mais c'est évidemment abstrait comme expression, que ce serait, dans le fond, un point à partir duquel je peux avoir une vision globale de ce qu'est une personne, donc de la totalité de la personne, un peu, si vous voulez, comme une vision à 360 degrés, qui serait donc une espèce de centre à partir duquel on perçoit l'unité de la personne. Donc ça, évidemment, c'est assez théorique. Alors, il y a un disciple, je dirais, de Jung, qui s'appelle Élie Humbert, qui avait une très belle formule pour expliquer le soi, non pas de façon théorique, mais de façon, je dirais, concrète, vécue. Il disait ceci, il disait, mais quand est-ce que le soi, par exemple, se manifeste ? C'est quand il y a en moi quelque chose qui dit autre chose que ce que le moi dirait. D'ailleurs, Jung, évidemment, oppose le soi et le moi. Enfin, il les oppose non pas comme des ennemis, mais comme deux pôles qui sont en tension, d'une certaine manière. Donc, c'est un petit peu, peut-être comme dans certaines circonstances de la vie, où on a un but, on a des affinités, on a un désir, on a un projet, et on fait le maximum pour que ça se développe, et qu'en même temps, on se rend compte que irrésistiblement, la vie ne nous mène pas là, mais ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre que mon projet égotique. Donc, il y a vraiment cette notion soi et moi, où le soi va apporter des éléments tout à fait différents. Et Jung appelait le soi la psyché objective. C'est-à-dire qu'elle vient avec une vision beaucoup plus large. Le moi, lui, il disait, c'est la psyché subjective, c'est-à-dire, c'est mon ego avec mes goûts, mes affinités, mes répulsions, mes envies, mes désirs, mon vouloir, etc. Mais qui a une vision fermée sur elle-même. Et que donc, au fur et à mesure du temps, si on fait ce travail d'évolution, on se rend compte qu'il y a autre chose que le moi, on n'est pas seulement un moi conscient. Et donc, Jung disait, ce qui est très important, c'est justement de créer cette relation entre le moi et le soi. Idéalement, le moi ne doit pas faire une OPA sur la psyché et dire « je suis seul au monde et c'est moi qui décide ». Idéalement, dit Jung, il faut que le moi se laisse inspirer par cette dimension du soi, notamment par les rêves, d'une certaine manière. Parce que, justement, le moi, lui, il est dans son contexte rationnel, et le soi, lui, a une vision plus globale, ça veut dire qu'il vient avec d'autres critères, et qu'en fait, il est hors temps, il est hors espace, il est hors causalité, il est dans une logique différente. Mais Jung, qui est aussi un bon Suisse pragmatique, disait, mais malgré tout, c'est le moi qui va décider, parce que c'est le moi qui est dans le principe de réalité. C'est le moi qui paye les impôts, etc. Le soi, lui, est dans une espèce dans l'univers de l'invisible, il peut inspirer, mais il n'est pas déterminant pour la décision finale. Donc il y a vraiment cet équilibrage qui est nécessaire entre les deux.